Bonjour à tous, on est ravis de participer à cette conférence autour de la performance et de la data dans l'agriculture. Et aujourd'hui, plus que jamais, la data est au cœur de l'agriculture et les enjeux de performance sont plus que jamais importants pour les agriculteurs. On l'a vu notamment avec la crise en Ukraine et la crise de l'énergie. Donc il y a des sujets autour de la performance technique et économique des exploitations, de la performance écologique et enfin de la performance dans l'exécution des opérations au quotidien. Donc aujourd'hui, les agriculteurs sont de réels chefs d'entreprise qui ont besoin d'être outillés tout au long de leur cycle de production. Donc les data et le digital sont un vecteur de performance essentiel et on peut le voir aujourd'hui avec les nombreuses machines connectées qu'on voit aujourd'hui sur le salon. Génèrent de nombreuses data qui doivent être exploitées et pour favoriser du coup ce fameux terreau fertile que les agriculteurs ont entre leurs mains. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir quelles sont ces données, comment elles sont présentes dans nos exploitations, quels sont les cas d'usage concrets au quotidien qu'on peut avoir et comment elles sont utilisées par nos agris. Et surtout, point important, quels sont les gains et le retour sur investissement que peut avoir ces applications pour les agriculteurs. Donc je vous propose de démarrer par un rapide tour de table. Peut-être Gontran, je te laisse te présenter. Merci Alexis pour l'introduction. Donc pour ma part, je suis Gontran Peubé. J'anime les activités liées à la data et l'intelligence artificielle chez OnePoint. Et on va y revenir, mais le secteur agricole et plus généralement l'industrie agroalimentaire sont un secteur phare sur le sujet de la data. Donc on va développer tout ça. David, je te laisse poursuivre. Oui, merci. Donc, je suis David Joulin, je suis le cofondateur d'Equilibre. Chez Equilibre, on développe une solution tout en un qui permet de gérer l'ensemble des données d'une exploitation agricole afin d'optimiser tous les processus, simplifier les documents administratifs et permettre de faire du prévisionnel, notamment grâce aux data sur les exploitations agricoles. Frédéric. Oui. Bonjour, je suis Frédéric Mouvier, cofondateur de Baoba. Chez Baoba, on développe une solution pour les polyculteurs éleveurs. Donc c'est ces exploitations qui ont sur leur site différents types de production animale et végétale. Et on a mis le numérique et le digital au service de la complexité que relèvent les agriculteurs au quotidien de gérer ce type d'exploitation multi-atelier. On a tout embarqué dans la même solution, le même logiciel, ce qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui avec tous les ateliers d'élevage, ovins, bovins, cabras et aussi production végétale. Voilà. Grégoire. Et Grégoire Dupré, moi je suis le fondateur de la société Abellio. Abellio, on est spécialisé dans le développement d'outils d'aide à la décision, dans l'analyse de data pure et dure, de l'imagerie satellitaire, de la donnée météo et drone parfois, quand c'est nécessaire malheureusement, pour aller créer des outils d'aide à la décision permettant d'optimiser les intrants, donc produits phytopharmaceutiques, engrais, eau. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, on a 4 experts sur la chaîne de valeur, à la fois au niveau de la culture, de l'élevage, de l'ERP, gestion d'exploitation, et au niveau transverse de la data. Peut-être justement, Gontran, pour démarrer, donc on parle de data, c'est un mot très large et qui peut faire peur. Peut-être pourrais nous donner une overview de ce qu'on entend par data, notamment pour le secteur. Je vais essayer de ne pas me lancer dans une définition trop théorique de la data, mais peut-être de parler de ce qui caractérise les données dans ce secteur spécifique. Alors, je pense que ce qu'il faut qu'on ait en tête tous, c'est que alors c'est évidemment la profusion des données propre à tous les secteurs. Et dans le secteur agricole, c'est peut-être de penser à la caractéristique de ce secteur du point de vue à la fois de sa capacité à produire des données, et à en consommer. Alors si j'explicite un petit peu, les données qui irriguent entre guillemets le secteur agricole, ça va être toutes les données qui décrivent l'écosystème agricole, donc les données géographiques, topologiques, les données liées à l'analyse des sols, donc toutes les données qui qualifient là où s'opère le métier de l'agriculteur.
les données qui décrivent son élevage ou son agriculture, donc selon qu'on est dans de l'élevage ou de l'agriculture, donc ça va être les données liées au cheptel, les données liées aux végétaux. Et puis, ça va être des données qui sont, entre guillemets, subies, des données typiquement comme la météo, qui sont un entrant en termes d'informations fondamentales pour l'agriculture, et peut-être encore plus pour l'agriculture que pour d'autres industries. Là, c'est le début de la chaîne. Et après, il y a un continuum assez long, puisque c'est très traversant comme l'agriculture, comme industrie, l'agriculture. Je pense qu'il ne faut vraiment pas du tout le prendre uniquement sur le thème de ce qui se passe dans les champs. Il faut regarder ce qui se passe dans l'exploitation et ce qui se passe en aval de l'exploitation. Je crois qu'une exploitation, c'est une mini-entreprise. On va avoir l'occasion d'y revenir pour détailler un petit peu les fonctionnements du point de vue financier et aussi extra-financier. Et c'est des flux, c'est plein de flux qui doivent être qualifiés et qui convoient des données. Et puis en aval de l'exploitation, il y a toute la problématique de la traçabilité, je pense qu'il va être très importante pour les agriculteurs, et où les agriculteurs, en tant que fournisseurs, non seulement de matières premières pour notre industrie agroalimentaire, mais du coup de fournisseurs de données, les agriculteurs vont être attendus. Donc, en synthèse, je pense qu'on a un monde agricole qui est consommateur et producteur de données, caractérisé par une forte dépendance, mais dans le sens tout à fait noble du terme, à des données sur lesquelles ils n'ont pas forcément la main. Je pense en particulier à l'exemple des données agricoles ou des données géographiques. Et comme ils sont tout en amont de la chaîne de transformation, de la qualité des données qu'ils produisent dépend toute la qualité aval pour toutes les industries aval. Merci beaucoup. Frédéric, avec ta vision terrain autour de l'élevage, dans l'élevage, ça regorge de données. On est au cœur du vivant avec des âmes et des animaux qui sont spécifiques. Justement, quel type de data on pourrait récolter et suivre pour adapter justement les meilleurs besoins pour les animaux? Effectivement, comme tu le dis, sur la partie élevage, il y a beaucoup de données. Si je compare par rapport à la production végétale et aux grandes cultures, des données beaucoup plus hétérogènes, beaucoup plus compliquées à capter. C'est vrai que sur la partie végétale, on a les tracteurs, on a le machinisme qui vient collecter énormément de données. On a les stations météo aussi, des données exogènes. Mais tout ce qui est endogène à la ferme, tout est centré autour du tracteur. C'est beaucoup plus processé, avec quelques opérations effectivement de travail du sol, etc. Beaucoup d'analyse du sol, etc. Et au niveau, et donc il y a eu énormément d'avancées en fait, beaucoup plus rapides sur la partie production végétale que sur la partie animale. Animal, je ne vais pas dire qu'on en est au début parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais l'interopérabilité, la collecte est encore compliquée en fait à agréger pour avoir une vision d'ensemble en fait d'une exploitation. Donc c'est ce que nous on essaye de faire aussi. On a voulu relever un petit peu ce challenge. Et puis sur l'élevage, on a plusieurs types d'élevage, on a plusieurs filières d'élevage et on a des outils différents en fait par filière d'élevage. C'est un petit peu comme si en production végétale, vous auriez un outil pour le blé, un outil pour le maïs, un outil pour l'orge. Ça serait beaucoup plus compliqué à rassembler et à collecter toutes les données. C'est en fait comme ça que travaillent aujourd'hui les éleveurs. Donc les types de données dans l'élevage, vous avez des types de données de reproduction, vous avez des types de données sur l'alimentation, vous avez les données d'ambiance de bâtiment, vous avez des données au niveau de la génétique des animaux. Et toutes ces données-là ont besoin d'être croisées et d'être analysées pour aider les agriculteurs à prendre des bonnes décisions rapidement sur le terrain, de façon agile, pour pouvoir optimiser leur exploitation. Grégoire, du coup, sur la partie végétale, Frédéric nous dit que côté animal, c'est beaucoup plus large. Côté culture, on est beaucoup plus centralisé. Ça te fait réagir ? Effectivement, ça me fait réagir parce que c'est vrai que je pense que les typologies de données sont moins diverses. C'est-à-dire qu'on va aller moins chercher dans la génétique, dans effectivement tout ce qui est fourrage ou autre, que mon collègue a bien cité. Dans l'agriculture, dans les grandes cultures, donc dans les céréales en particulier, on va être sur de la typologie plus simple. On va être sur du satellite, sur de la météo, sur du drone, sur de l'observation, sur de la prévision.
Donc certes plus simple, mais beaucoup plus complexe, parce que dit moins de données, dit forcément plus de difficultés à interpréter la donnée et peut-être aller chercher des modèles derrière pertinents et qui vont avoir comment dire, plus de flexibilité dans justement l'utilisation qu'on va faire de ces données-là. Parce qu'effectivement, aller capter des données, c'est une première étape. Aller ensuite les utiliser pour qu'elles soient pertinentes d'un point de vue agriculteur, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest de la France, de l'Europe ou du monde, c'est encore autre chose. Donc, je pense que c'est deux domaines qui sont très différents, avec des sources de données très différentes, et donc forcément des utilisations parfaitement différentes. Je veux juste rajouter effectivement que dans le domaine de l'élevage, il n'y a pas que l'animal aussi, mais on a aussi du végétal. Parce qu'on a des polyculteurs éleveurs qui, eux, vont produire sur leur exploitation l'alimentation de leurs animaux. Donc ils ont aussi des productions de maïs, de blé, d'orge, et aussi de fourrage, et aussi d'herbe. Donc on a aussi cette alliance de l'animal et du végétal chez les éleveurs, en fait, qui est très importante. Et toutes ces types de production, de techniques de production en polyculture élevage, aujourd'hui, ont vraiment le vent en poupe. Et c'est vraiment des clés de réponse aujourd'hui aux enjeux de l'élevage. C'est-à-dire que la polyculture élevage, on va produire en local l'alimentation des animaux. Ben, en termes de durabilité, on ne fait pas venir l'alimentation d'ailleurs et on ne sait pas comment c'est produit, c'est nous qui la produisons. En termes de biodiversité, avec les pâturages, on va pouvoir les préserver. En termes de bien-être des animaux, bon, bah, effectivement, on a des animaux qui sont dans les pâtures. Et en termes de réponse aux enjeux sociétals des consommateurs, bah, on est beaucoup plus alignés. Donc en fait, les polyculteurs éleveurs ont une somme de données très très importante en fait à collecter. Il faut les aider parce que c'est des exploitations qui sont très complexes, mais en même temps très résilientes aussi demain. Donc il y a un gros enjeu autour de la donnée chez les éleveurs et au niveau des polyculteurs éleveurs pour les aider à optimiser grâce à la data, grâce au numérique, à réduire la pénibilité, gagner du temps, optimiser la performance avec l'analyse et la collecte de toutes ces données. C'est pour ça que chez Baoba, on est très sensible à toute cette collecte de la donnée. Pour les polyculteurs éleveurs, c'est vraiment au cœur des sujets qu'on travaille. Il y a énormément d'axes et de valeurs à créer, avec toutes ces données qui sont collectées pour les agriculteurs. Et justement, cette donnée qui est collectée à la fois dans l'animal et dans le végétal permet de ensuite faire des choix technico-économiques. Et là, du coup, je me tourne vers David, qui permet de centraliser et ensuite faire les bons choix au fur et à mesure pour prendre les bonnes décisions au bon moment et faire le bon arbitrage technico-économique par rapport aux enjeux. Alors oui, comme vous l'avez compris, en fait, il y a une espèce de chaîne de la donnée, hein, finalement. Donc on part du terrain et petit à petit, on va remonter. Nous, on se situe un petit peu à l'intermédiaire, c'est qu'on va récupérer des données techniques et agronomiques à des fins de gestion, technico-économique donc. Et donc, on va chercher à optimiser toutes les productions qu'on a sur une ferme. Et on va se servir de ces données-là pour notamment calculer des rendements, des itinéraires techniques, le temps passé à faire des tâches. Et on va agréger ces données-là aux données de comptabilité, par exemple, qui sont encore une autre source de données. Et ça va nous permettre de déterminer des coûts de production et notamment potentiellement ensuite des seuils de commercialisation et trouver un équilibre technico-économique sur une ferme. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, on va dire, facilement une fois par an. Un conseiller de gestion peut agréger ces données assez simplement. Par contre, c'est extrêmement complexe de le faire tous les jours. Mais un agriculteur en a besoin tous les jours. Et c'est là où en fait tous les outils numériques d'aujourd'hui nous aident, c'est qu'on va automatiser des traitements de récupération de données de sorte à pouvoir avoir des indicateurs quotidiens et une donnée qu'on appelle fraîche en fait. C'est-à-dire que tous les jours, on va avoir une fluctuation des prix, des matières premières, des marchés. Et donc, on va être capable aujourd'hui d'actualiser tous ces coûts de production-là au jour le jour, notamment. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les exploitations sont data-driven, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un nombre de data qui est important et en fait, tous les choix sont faits sur la base multifactorielle, tournés vers les outils pour faire les bons choix. Là, on va parler de cas d'usage. Il y a différents types de cas d'usage. On appelle que c'est une fusée à plusieurs étages. Peut-être déjà sur la valorisation opérationnelle. Peut-être Grégoire ou
ou Frédéric, en quoi ces outils permettent de gagner du temps et du confort au quotidien? Je ne sais pas qui veut répondre. Alors oui, effectivement, nous, pour parler grande culture, aujourd'hui, ce que je cherche à faire à Bellio à terme, parce que forcément on parle dans un court, moyen et long terme et on avance step by step. À Bellio, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment pouvoir optimiser l'itinéraire technique de l'agriculteur, de son semis jusqu'à sa récolte, et donc de toutes les étapes intermédiaires qui le composent, c'est-à-dire donc le semis, la fertilisation, l'épandage de divers produits phytosanitaires, fongicides, herbicides, insecticides, jusqu'à l'irrigation et finalement derrière la récolte. On peut même aller encore plus loin que cette chaîne-là et parler travail du sol, parler vie du sol, parler amendement organique, etc. Donc c'est à tout ça que peuvent servir les données afin d'optimiser ces étapes-là. Aujourd'hui, à Bellio, nous, on travaille sur 4 grandes thématiques. La première, c'est effectivement celle qui intervient le plus tôt en général dans la saison des céréales, la fertilisation. On utilise la donnée satellitaire afin d'aller optimiser les apports d'engrais minéraux d'ailleurs ou organiques, de sorte à pouvoir apporter la bonne dose correspondante aux besoins réels de la plante, de la céréale, blé, orge, maïs, colza. Donc ça va être vraiment la première étape. La deuxième étape, ça va être la prévision de maladies. Aujourd'hui, effectivement, on travaille beaucoup en agriculture par systématisation du procédé et donc ne traiter que parce que j'ai l'habitude de traiter au 15 avril, au 15 mai. Et l'objectif, ça va être vraiment d'apporter de la connaissance, d'apporter de la prévision au travers de la donnée météorologique en particulier pour dire, effectivement, il va falloir traiter, mais ce n'est pas au 15 avril, c'est au 25, parce que pour l'instant, tu n'as pas de risque, ou alors ne pas traiter du tout si le risque n'est pas présent. Et éventuellement, aller plus loin que ça, savoir quel produit on va utiliser, parce que peut-être que, je parle d'un cas en particulier, mais on va peut-être avoir un risque septoriose et pas fusariose, ou septoriose et pas rouille jaune, rouille brune. Donc pouvoir aller plus loin dans le conseil, anticiper certains risques et limiter justement l'utilisation d'intrants. Troisième cas d'usage, ça peut être l'irrigation, où là on va utiliser plutôt la donnée satellitaire et météorologique. Coupler plusieurs sources de données, c'est aussi fondamental, je pense, dans l'appréhension de la technicité qu'on peut en faire derrière et dans la pertinence qu'on va apporter au modèle et dans la pertinence de l'analyse qu'on peut donner à l'agriculteur. Donc irrigation, permettre à l'agriculteur de savoir quand est-ce que je dois irriguer, quand est-ce que je peux irriguer, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que je dois irriguer, parce que sinon ça serait trop facile. Et dernière utilisation, on utilise aussi nous parfois des drones pour aller chercher de la donnée en détail spatial très fin, pour aller notamment détecter des mauvaises herbes, les géolocaliser, pour ne traiter que les zones qui sont infestées. Donc finalement, on voit que l'utilisation de la donnée, on peut en faire des dizaines de choses. Donc j'ai parlé de l'itinéraire technique au complet et finalement je me concentre que sur 4 parties qui ne composent que peut-être 30 ou 40% du travail d'un agriculteur. Donc on peut aller beaucoup plus loin et je pense que c'est ça l'avenir, c'est d'utiliser la donnée pour aller aider l'agriculteur dans sa prise de décision. Ne pas remplacer l'agriculteur, pas du tout, mais l'aider dans sa prise de décision, l'aider à mieux appréhender ce qu'il fait sur le terrain. Et je pense que ça va rejoindre les travaux de mes collègues et en particulier d'Équilibre qui, au travers de la donnée, peut permettre à l'agriculteur d'optimiser peut-être tous ses coûts, toutes ses charges pour aller chercher derrière plus de rentabilité parce que c'est in fine l'objectif de l'agriculteur d'aller un petit peu mieux maîtriser sa chaîne de production. Exactement. David, tu peux peut-être nous donner un exemple d'arbitrage technico-économique qui sont possibles aujourd'hui avec ces outils? Un exemple d'arbitrage. Ouais. Alors, on en a plein, mais on a notamment un exemple qui est assez présent. C'est la capacité à signer ou à s'engager dans un contrat de production. On prend une filière, par exemple, je sais pas moi, les petits pois, les protéagineux. Vous avez un partenaire, un négociant, une coopérative qui va proposer à l'agriculteur un prix avec un volume et donc un nombre d'hectares. Comment aujourd'hui un agriculteur il va être capable de savoir si 350 € la tonne pour faire des petits pois sur 10 hectares, ça va le faire? Mais par essence même, il ne le sait pas. Il a son expérience qui lui dit je sais, je maîtrise les parties agronomiques. Et après, il y a tous les aléas qu'on connaît, donc les aléas de la météo, les aléas du personnel, les aléas des prix des intrants. Enfin, il y a un ensemble d'aléas qui sont énormes. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser toutes ces données agronomiques au sein de ce qu'on appelle un itinéraire technique, c'est-à-dire la description des opérations agricoles, du semis à la récolte.
on va détailler tous ces éléments-là, on va poser un coût dessus. Alors sur un équipement, on peut aussi récupérer l'amortissement comptable, on peut récupérer le prix du carburant, etc., etc. Et on va dire, voilà, ça coûte tant d'euros l'hectare, et si je fais un rendement de 30 tonnes à l'hectare, ça va me revenir à 150 euros la tonne pour produire des petits pois. On me propose 350 euros, ok, il y a 200 euros d'écart, j'y vais. Non. Non, parce qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. On a des charges fixes, on a du personnel, on a des emprunts à rembourser, on a des choses qui varient. Et donc, nous, on va aller recompiler l'ensemble de ces charges fixes qu'on va distribuer sur l'ensemble des activités, puisque évidemment, un producteur aujourd'hui ne fait pas qu'une filière, il en fait 5, 6, une dizaine. Des fois, il a de l'élevage, des fois, il a des activités de service en plus. Et donc, on va lui permettre de calculer, en ayant réparti l'ensemble de ses coûts, en ayant pris en compte l'ensemble du temps de travail disponible sur une ferme, pour lui dire, finalement, à la fin, tu vas arriver à un prix d'équilibre de 320 euros. Tu auras rémunéré l'ensemble de tes salariés, tu auras payé tes charges, tu auras payé tes emprunts, tu te seras rémunéré. Et donc, à toi de choisir si tu y vas ou pas dans cette filière. Voilà un exemple de cas d'usage qui est assez utile, mais il y a les mêmes cas sur l'installation, sur le lancement d'une filière. Je n'ai pas de matériel, est-ce que je peux faire un emprunt? Est-ce que je vais couvrir mes charges en faisant cet emprunt? Enfin, il y a énormément de cas d'usage. Donc aujourd'hui, les agriculteurs ont la totale vue sur leur marge brute pour vraiment avoir la vision de leurs coûts et faire les meilleurs arbitrages en termes de culture et d'engrais qu'ils souhaitent mettre en fonction de prix cibles. Alors, c'est-à-dire oui, en utilisant certains outils, ils vont l'avoir, mais à ce jour, si on prend la majorité des agriculteurs, ils ont cette information-là, pas tous, à peu près 1 sur 2 le demande à son centre de gestion ou à son expert comptable, et il a cette information-là lors de sa clôture comptable. C'est-à-dire, en général, il a déjà vendu sa récolte quand il a cette information-là. Donc, il s'en sert pour l'année d'après. Mais comme on a tous les aléas, en fait, il n'y a plus aucune année qui se ressemble. Donc, en fait, on ne peut plus utiliser les méthodes des grands-parents ou des parents en disant « Ah, l'année dernière, j'avais ça, je vais reproduire la même chose. » C'est terminé, ça. Ça, c'était il y a 30 ans. Maintenant, on a des variations de tous les facteurs en permanence. Donc, c'est impossible de prédire l'avenir avec une méthode d'usage historique, on va dire. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important pour la gestion des exploitations agricoles. Mais également, l'agriculteur n'est pas tout seul. Il évolue dans un écosystème, que ce soit à la fois avec ses salariés, ses conseillers, ses banquiers et l'ensemble de la filière, on l'a dit. Peut-être, Frédéric, en termes de quelle est ta vision un peu sur justement le partage de toutes ces données sur la filière? Alors là, on a vu un très bon exemple sur la partie économique, effectivement. Et j'aime bien, en fait, l'explication de la donnée comme une fusée à plusieurs étages. Pour expliquer un petit peu la valeur, en fait, qu'on peut créer avec la donnée. Nous, on a plus, justement, tous ces niveaux d'étages, en fait. Donc, on a un premier niveau, c'est au niveau opérationnel sur le terrain, où l'agriculteur va pouvoir prendre des décisions vite et rapides tous les jours. Voilà, il est là, il doit, en pâturage tournant dynamique, il faut savoir s'il doit débrayer, s'il soit fauché, s'il faut qu'il change de parcelle, où sont mes animaux, depuis combien de temps ils y sont, est-ce que c'est le moment de les bouger ou pas. Et puis il travaille, voilà. Donc là, c'est un niveau opérationnel, il va gagner beaucoup de temps, en fait, dans la gestion de tout ça. Il va pouvoir partager ça avec ses salariés, ses employés. Voilà, donc ça, c'est un premier niveau opérationnel pour collecter sa donnée rapidement, l'avoir, toute une vision de l'ensemble de sa ferme, etc. Après, on a un deuxième niveau, c'est on va croiser les données, on va produire des indicateurs, on va pouvoir coupler l'alimentation par rapport au taux de croissance d'animaux, on va pouvoir croiser avec les capteurs d'ambiance de bâtiments, et que là, on va arriver à de la donnée un peu plus affinée, on va pouvoir trouver des corrélations entre des trucs qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Donc ça, l'agriculteur, il va pouvoir faire lui tout seul, ou alors il va pouvoir s'appuyer sur des conseillers. Donc nous, on fournit les outils qui permettent de collecter la donnée, l'agréger, la mettre en forme, l'entreposer, ce qui est quand même assez complexe. C'est là où il y a une déperdition de temps, c'est chronophage si on voulait vraiment le faire de façon exhaustive et systématique sur toute sa ferme. Donc on arrive à des outils qui permettent de faire ça, et ensuite de la restituer pour que l'agriculteur puisse la transférer à son conseiller. Alors les conseillers, ça peut être un vétérinaire,
Ça peut être une fiche d'animal sur des pathologies, de ce qui se passe, avec une photo associée pour prendre une décision rapide. Ça peut être un conseiller technique d'une coopérative, ceux qui travaillent en mode intégré avec des coopératives. Le technicien de la coopérative peut avoir accès à ces données-là pour l'analyser. Et c'est lui qui va analyser un peu plus, trouver des corrélations. L'agriculteur n'a pas forcément le temps. Il paye un service à son conseiller. Et le service de son conseiller, c'est de meilleure qualité s'il arrive à collecter toutes les informations. Il y a un autre étage de la fusée sur la création de valeur de la donnée, c'est le partage entre les gens. Ça, c'est plus compliqué à mesurer la valeur que ça crée, mais ça en crée énormément. C'est-à-dire que la valeur créée est proportionnelle à la somme des partages. Plus on va partager la donnée, plus il va se créer des interactions, plus on va avoir des conseils spot à un moment donné, sur du court ou sur du moyen terme, et plus ces interactions vont l'aider à prendre de bonnes décisions. Et voilà, donc ça se traduit dans l'organisation de l'entreprise. Quand on arrive à partager la donnée plus facilement, on travaille différemment. On prend ses décisions à un autre moment. Comme le disait David, on n'est plus sur du a posteriori pour constater ce qui s'est passé et voir ce que je ferai l'année d'après. Et encore, comme tu l'as à juste titre dit, c'est même presque plus possible de travailler comme ça. Il faut pouvoir décider en temps réel. Donc, on va travailler différemment. Donc, voilà, pour résumer, je dirais opérationnel, on croise les données et on crée de la valeur, et puis on la partage et on crée de la valeur. Donc voilà, le terreau fertile de la donnée, il est à plusieurs étages. On a vu différents types de terreaux avec différentes de data et un spectre très très large. Gontran, si on comparait justement le secteur de l'agriculture avec d'autres secteurs, comment l'agriculture se situe en termes de niveau de maturité, si on peut le comparer au secteur sur les sujets de la data? Je pense que la question est complexe parce que le secteur de l'agriculture est quand même peu comparable à d'autres secteurs. Il a vraiment ses spécificités, cette profusion de données qu'on a évoquée. Je vais répondre à ta question, mais avant d'y venir, pour mieux y venir plutôt, je pense que si on synthétise les cas d'usage qu'on a vus, ce qui me frappe, c'est que finalement, ils sont en écho aux grandes familles de cas d'usage qu'on voit dans n'importe quelle industrie en matière d'utilisation de la donnée. Il y a d'un côté faire plus ou dépenser moins, selon, donc on est vraiment sur une problématique d'optimisation. De l'autre côté, maîtriser ou voir venir les risques, et avoir le bon niveau d'alerte avec le plus possible d'anticipation pour gérer au mieux ces risques. Puis il y a peut-être une troisième famille qui fait écho à ce qui a été évoqué, qu'on ne peut plus complètement faire de tête parce que ça varie tout le temps, c'est regarder le passé, mais le regarder avec des loupes un peu performantes et une analyse de la data un peu performante pour avoir de nouvelles idées. Donc ça, c'est trois familles qui sont, je dirais, un peu universelles dans toutes les industries. Ce qui va être différent dans le cas de l'agriculture, c'est justement ce qu'on évoquait au début, c'est la nature de ces données qui sont assez différentes de ce qu'on trouve dans d'autres secteurs. Si je devais me hasarder à une comparaison, j'irais chercher du côté de tout ce qui se passe au niveau des collectivités locales, où en fait on retrouve une logique qui est celle de la Smart Cities. Là, on parle de Smart Agro finalement aujourd'hui. Quand on regarde la logique de la Smart Cities, on a un petit peu les mêmes choses avec des données qui sont produites par des usagers de plus en plus nombreux, mais des données qui sont extrêmement hétérogènes, qu'il faut savoir regrouper, analyser dans des modèles de données qui permettent de les mettre en cohérence. On retrouve également le fait d'être soumis à des données sur lesquelles on n'a pas vraiment la main. Et finalement, l'outillage des politiques publiques aujourd'hui, au niveau des smart cities ou des smart territoires, a un petit peu les mêmes challenges à relever que le monde agricole. Donc c'est le parallèle que je verrais. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir que si aujourd'hui on est ici au CIMA, au salon du machinisme agricole, c'est de voir que finalement la proposition, ce que nous propose la donnée, c'est d'outiller, comme on a outillé avec les machines agricoles, comme on a outillé la force de l'agriculteur, la force physique, c'est d'outiller la force intellectuelle, je dirais, sa capacité à croiser du multifactoriel qui est devenu, il faut bien le dire, extrêmement complexe, parce que c'est un peu plus compliqué de maîtriser tous les facteurs aujourd'hui entre les facteurs de productivité,
les facteurs météorologiques, l'accélération c'est la crise permanente finalement, qu'elle soit financière, écologique, environnementale, sociétale, le manque de travailleurs pour les récoltes, etc. Donc il y a tout ça à optimiser. Et la proposition aujourd'hui de la donnée, c'est d'outiller finalement cette prise de décision, je pense. Justement, on le voit aujourd'hui, il y a de nombreux capteurs aujourd'hui sur toutes les machines, des tracteurs qui n'ont même plus de cabine. Est-ce que justement entre les différents systèmes, que ce soit les outils embarqués ou des outils de gestion, on peut communiquer facilement entre les outils digitaux? Là, je me tourne vers toi, David, pour pouvoir accumuler de la data, la consolider et l'exploiter au bénéfice de l'exploitation. Alors, comme à chaque fois, on est toujours dans des situations paradoxales. C'est-à-dire qu'on a à la fois des efforts qui ont été faits pour mettre en place des normes. Alors, vous connaissez tous Isobus, qui est la norme qui a été mise en place dans les années 90 pour simplifier les échanges de données sur une machine entre notamment des tracteurs et des outils. Cette norme-là, elle a été faite il y a très longtemps et on voit à peu près qu'à partir de 2020, ça fonctionnait correctement. Donc pendant 20 ans, ça a mis 20 ans pour que les constructeurs les utilisent réellement. Et donc, ils ont collaboré ensemble pour qu'ils puissent échanger des données, mais ils sont également en concurrence. Parce que quand on achète un tracteur bleu, on n'achète pas un vert, on n'achète pas un jaune. Bon. N'empêche qu'on va toujours atteler un outil derrière, on a besoin de semer, on a besoin de... Voilà. Ça, c'est sur la partie matérielle. Les capteurs, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que on a aujourd'hui plein de fournisseurs de données météo. Mais il n'y a pas de norme. Il y a une norme sur les tracteurs, ça a mis 20 ans, et il n'y a pas de norme aujourd'hui sur les capteurs. On a des technologies de développement et d'interrogation de données qui sont beaucoup plus simples qu'il y a 20 ans. Donc en fait, on y arrive beaucoup mieux, mais il n'y a pas de norme. De la même façon, sur les échanges de données entre plateformes ou logiciels, il y a peu de normes. Donc, il y en a une qui est pareil, relativement vieille, qui permet d'échanger des données sur les interventions faites au champ, qui s'appelle Daplos. Okay, donc il y a une donnée qui fait qu'il y a une norme qui a 20 ans. Elle est toujours utilisée aujourd'hui, mais les acteurs sont aussi en concurrence. Tout le monde veut avoir un maximum de données pour faire les meilleurs indicateurs, pour proposer les meilleurs services aux agriculteurs. N'empêche que pour faire ça, on est obligé de collaborer ensemble. On ne peut pas seul réussir à dire bah, moi je vais vendre des capteurs, vendre des tracteurs, vendre des outils, faire la norme chez moi, faire des plateformes, c'est pas possible. Donc la collaboration, elle avance, mais elle avance on va dire doucement, parce qu'on a tous tendance à avancer dans son coin, parce qu'on va beaucoup plus vite, mais on va beaucoup moins loin. Et donc chacun se résout à un moment donné de dire ok, bon, on va collaborer, puis on va structurer. Et ça, sur la partie plateforme, on va dire que c'est ce qu'on appelle les API qui amènent ce niveau de normalisation. Et on essaie de mettre en place, nous, chez Équilibre, on a fait l'effort, par exemple, de créer une nomenclature unifiée, de la distribuer à tous de façon ouverte, sous licence Open Data, pour que tout le monde dise, bah, OK, ah oui, bah, y a ça qui a été fait, OK, je vais collaborer, et puis je vais le repartager. Et ce n'est pas quelque chose qui, on va dire, permet d'avoir des clients, mais c'est quelque chose qui va simplifier des échanges. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a plein d'acteurs qui se sont attelés à cette problématique-là. Et on va dire, je ne sais pas dans combien de temps on va y arriver, mais on va dire que dans 5 ans, je pense que ça aura pas mal progressé et qu'on aura beaucoup plus de fluidité sur ce qu'on appelle l'interopérabilité. Tous ces outils peuvent être aussi parfois complexes dans l'usage, hein, et on sait que les agriculteurs aujourd'hui doivent avoir un spectre de compétences et de connaissances qui est toujours plus large et profond dans leur niveau. Aujourd'hui, concrètement, quel est le niveau de maturité justement des agriculteurs sur l'usage de ces outils? Est-ce que c'est réservé vraiment aux agriculteurs qui sont passionnés et geeks de nouvelles technologies, ou est-ce que l'accès tente à se démocratiser? Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les agriculteurs prennent de plus en plus en main ces outils-là? Et du coup, je me tourne vers toi, Grégoire. Effectivement, je pense que jusqu'à maintenant, et c'est un petit peu, je rebondis sur une conférence qui avait lieu il y a 2 jours sur l'agriculture de précision et le pourquoi de c'est si peu déployé. Et nous, c'est exactement ces questions-là qu'on s'est posées quand j'ai créé Abellio, et donc il y a quelques années.
comment ça se fait qu'on a des outils qui sont super, qu'on arrive à démontrer des gains sur le terrain, qu'on arrive à démontrer plein de choses super intéressantes, mais à contrario, on voit qu'il y a un agriculteur sur 10 qui le prend. Et en fait, on comprend vite qu'il y a effectivement ces problèmes d'interopérabilité, que ce soit avec le matériel agricole, que ce soit entre les différents fournisseurs ou les différents outils de traçabilité qui ne permettent pas de communiquer comme on le voudrait, qui en fait posent des freins. À chaque fois qu'on met un intermédiaire, on met un frein. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, au travers de tout un travail qu'on peut faire, déjà, on enlèverait pas mal de freins en posant des normes et en posant des postulats que tout le monde devrait suivre. Donc ça aiderait pas mal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous, chez Abelion, on essaye de mettre en place tout un tas d'accompagnements sur le terrain pour que ces offres-là, ces offres de services, d'agriculture de précision, elles soient plébiscitées déjà par les distributeurs agricoles, parce que c'est très délicat pour une société jeune, une société innovante, d'aller sur le terrain, faire sa prospection auprès des agriculteurs. Donc nous, chez Abelion, on a fait le choix, par exemple, de passer essentiellement au travers des distributeurs, coopératives, négoces, industriels. Premier élément. Deuxième élément, que ces gens-là, on ne les laisse pas seuls. Parce que, certes, peut-être que le responsable agronomique de telle ou telle autre coopérative, il a le niveau informatique pour comprendre, pour s'approprier les outils, pour les mettre en place. Mais le technicien terrain, déjà beaucoup moins, parce que des techniciens terrain, il y en a qui ont 25 ans, il y en a qui en ont 60. Et qu'ensuite, l'agriculteur derrière, c'est encore une fois donc, une couche de plus. Donc, quelqu'un qui doit s'approprier ces outils, comprendre pourquoi mon conseil il est comme ci ou comme ça, alors que d'habitude, je fais ça, et donc je suis réticent, je ne suis pas d'accord. Et c'est tout ce travail-là de formation, d'accompagnement sur le terrain qui fait que ces choses-là peuvent changer. Donc, on l'a vu, des couches qui partent de l'acquisition de la donnée jusqu'à l'application de terrain, au travers des outils de traçabilité, des outils de récolte de données, des outils d'analyse de données, des outils de délivrance du conseil, des outils de délivrance du service, des outils de délivrance du conseil au niveau du service. Enfin, ça fait beaucoup de couches, beaucoup trop de strates, beaucoup trop d'intermédiaires et finalement une information qui est brouillée. Donc au travers de cette formation de terrain, de l'accompagnement des techniciens une fois qu'un distributeur travaille avec nous, au travers de tournées que nos commerciaux et moi-même faisons sur le terrain pour prêcher la bonne parole auprès des agriculteurs, on essaye de débrouiller ce signal, de rendre nos conseils fluides, clairs, et ça passe pas que par de l'UX et du lui sur des technologies, ça passe par aussi la parole, s'exprimer, permettre aux agriculteurs de comprendre et de s'approprier ce qu'ils font, au même titre qu'ils se sont appropriés leur tracteur, au même titre qu'ils s'approprient leur travail du sol. Frédéric, ça te fait réagir pour le domaine de l'élevage. Est-ce que c'est pas aussi le rôle, quelque part, comme on l'a dit, des techniciens, mais aussi de l'ensemble de la filière, comme les écoles, les bacs agricoles sur l'élevage? Quelle est ta vision? Ouais, nous on le voit bien sur la partie accompagnement au changement, parce que c'est de l'accompagnement au changement. Il y a plusieurs leviers en fait à actionner. L'accompagnement de formation, il faut s'appuyer sur un ensemble de dispositifs en place aujourd'hui pour accompagner les agriculteurs. Ils peuvent avec différents fonds, Vivea et autres, même se faire financer des formations. Mais il faut qu'il ait aussi envie d'avoir envie. Enfin, c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut les acculturer et leur donner ça. Donc il y a tout un système de dispositifs mobilisables pour les accompagner et c'est essentiel. Maintenant, j'ai envie de dire aussi, il faut considérer l'agriculteur comme un chef d'entreprise en fait. Ce sont des chefs d'entreprise et l'innovation, et nous on le vit, comme tout chef d'entreprise, elle est au cœur du succès aujourd'hui et encore plus que jamais de son activité. Donc il faut aussi former les agriculteurs à être des chefs d'entreprise d'abord. J'ai envie de dire, peut-être que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais d'abord, ce doit être des chefs d'entreprise en fait. Ils sont des chefs d'entreprise dans le domaine de l'agriculture et à ce titre, il faut qu'ils innovent, il faut qu'ils s'intéressent. Et ceux qui innoveront de façon clairvoyante, qui se donneront les moyens d'innover, c'est ceux-là en fait qui sortiront du lot et c'est ceux-là qui s'en sortiront. Donc voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut un ensemble de dispositifs, mais il faut aussi que les agriculteurs se prennent en main aussi sur toutes ces solutions d'innovation qui arrivent. Comme un chef d'entreprise, il va falloir qu'il innove et qu'il aille de l'avant sur les innovations et que lui puisse mobiliser tous ces dispositifs. Il y a aussi un point que j'ai envie de rajouter, c'est sur le coût que ça représente effectivement pour lui, l'innovation. Il y a un coût de la courbe d'apprentissage, et c'est là où les formations et l'accompagnement est important pour les aider, mais il y a un coût financier. Parce que quand on innove sur une nouvelle technologie, c'est sur des cycles d'1 an. Le retour sur investissement, il est au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans.
Et je pense aussi qu'il devrait y avoir, il y a beaucoup de dispositifs au niveau des startups pour nous aider, nous, à constituer une offre d'innovation à destination des agriculteurs. Mais il faut aussi que notre offre rencontre une demande, rencontre la demande des agriculteurs. Donc je pense que aussi, il faut les acculturer, il faut les accompagner, etc. Mais il faut aussi les aider financièrement, de se lancer sur des innovations pour lesquelles ils auront des retours sur investissement peut-être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ça aussi, je pense que c'est important pour que notre offre rencontre vraiment la demande, mais vite, quoi. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, quoi. Donc c'est un vrai engagement pour l'agriculteur, que ce soit à la fois effectivement en formation et aussi en termes d'investissement pour financer ces outils-là. On l'a dit, c'est des investissements. Du coup, quels sont les gains typiques, si on peut l'exprimer ainsi, du retour sur investissement de ces outils d'un point de vue technico-économique, David? Alors, il peut y en avoir plein, mais je vais vous en citer 2 issus de notre expérience. On a un de nos clients qui s'appelle Cédric Lambert, qui faisait de la pépinière, qui a commencé à utiliser notre système en 2018 de mémoire. Et 2019, donc il a pris en main. C'est quelqu'un qui était assez aguerri, hein. Ça fait partie des agriculteurs qui sont plutôt assez à l'aise. Donc ça, c'est 5% aujourd'hui. Alors ça augmente, mais c'était 5% des agriculteurs. Très à l'aise. Donc au bout d'1 an, il a eu pas mal de données, beaucoup de factures d'achat, de vente, sa compta. Il avait saisi l'ensemble de son parc matériel. Il avait saisi l'ensemble de ses interventions sur le terrain avec ses salariés. Il faisait saisir ses salariés. Il faisait des bons d'expédition. Et la première valeur qu'il avait, lui, c'est de dire, voilà, ok, ça m'a structuré mon entreprise. Ça a organisé, structuré. J'avais toutes mes données au même endroit. Voilà, j'avais une impression de maîtrise. Ça, c'est le premier effet qui se coule, on va dire. Deuxième effet intéressant qu'il a eu, et nous, on l'a découvert avec lui, c'est que il m'a dit, j'ai analysé là sur votre tableau de bord les temps de travaux par matériel, et il avait 5 tracteurs. Et il s'aperçoit qu'en fait, au bout d'une année, il avait des plages d'utilisation des tracteurs qui n'étaient pas au même moment, et que globalement, il avait un tracteur de trop. Et il a dit, en fait, là, si j'avais pas eu équilibre, j'aurais jamais vendu mon tracteur, mais j'ai vendu un tracteur, j'ai gagné 55 000 € de trésorerie. Alors ça peut faire rigoler comme ça, parce qu'on dit, t'es bête, pourquoi tu l'as pas vendu avant? Mais en fait, il avait peur. Il avait du matériel, c'était calé, il avait des process, c'était ce tracteur pour faire ci, ce tracteur pour faire ça. Et finalement, il l'aurait jamais vendu parce qu'il voulait pas prendre de risque de mettre en péril sa production. Et avec ça, il a vu qu'en fait, il était sur des créneaux différents, qu'il n'avait aucun problème à vendre un tracteur. Donc voilà un premier. Et le deuxième bénéfice, on va dire, de la solution, on va pouvoir rationaliser les dépenses, y compris sur du matériel qui a une charge importante sur les fermes aujourd'hui. Troisième cas d'usage, nous on fait des coûts comparatifs à la ferme, à l'activité, à la parcelle. Donc il avait des parcelles de carottes, avec le même itinéraire technique, il avait des écarts du simple au double en termes de coûts de production. Alors que c'est le même sol, les mêmes personnes, etc. Donc là, il a dit, mais c'est bizarre, il y a une erreur, je me suis planté dans ma saisie, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Il avait fait des analyses de sol, mais en fait, il les avait fait, mais pas dans des endroits stratégiques. Mais il ne savait pas, en fait, ils ont prélevé, voilà. Et donc, il s'est aperçu que la nature du sol, à un moment donné, pour une production donnée, avec des intrants donnés, faisait que cette parcelle-là, elle était 2 fois moins productive et qu'il fallait passer 2 fois plus pour désherber. D'où des coûts 2 fois plus élevés. Et donc, il a dit, OK, dans l'assolement, là, je ne mettrai plus cette parcelle-là, je ne ferai plus de carottes, en fait, dessus. Et les carottes, vous savez, c'est tous les 5 ans. On ne peut pas faire enchaîner des carottes pour plein de raisons, notamment des maladies. Et donc, ça lui a permis d'éviter d'avoir des déboires ou des coûts de production trop élevés pour une production donnée. Voilà, d'apprendre finalement d'une autre façon, pas en analysant agronomiquement, mais en observant avec les données que là, ça ne le faisait pas, quoi. Voilà. Donc voilà 3 cas issus du terrain. Mais ces cas-là, comme disait Frédéric, on ne les a pas une journée après. Enfin, en tout cas, pas avec notre système à nous. Voilà. Il peut enfin agir comme un vrai chef d'entreprise en ayant toutes les infos. Côté grande culture, des exemples de gains attendus, que ce soit à la fois sur l'usage des produits phyto ou de la ressource en eau? Effectivement, nous, c'est pareil. Un petit peu, on essaye de quantifier.
Et on sait que l'agriculteur, il est déjà charmé dans un premier temps par un ROI. Et pourquoi l'agriculteur, il change de pratique? C'est parce qu'il y a un retour sur investissement, il y a une optimisation. Alors l'optimisation, elle est de 3 types à mon sens. Soit elle est financière, soit elle est écologique quand il y a une véritable fibre écologique pour l'agriculteur, soit elle est une optimisation de confort. Gagner du temps, gagner peut-être en stress sur ces choses-là, en particulier sur la partie irrigation. C'est clairement, on va être sur ces aspects-là un peu économiques parce qu'on va y gagner au niveau de tours d'eau quand on en supprime. Clairement, on va probablement pas les supprimer, mais on va mieux les caler, on va gagner en rendement et on va gagner derrière, surtout sur la partie confort pour connaître son itinéraire technique. Donc effectivement, nous, moi j'en ai 2 en particulier, gains financiers clairs et nets. Sur la partie fertilisation, donc nous on travaille avec une coopérative du sud de la France qui s'appelle Arteris, qui est assez connue, puisqu'ils, je crois qu'aujourd'hui ils sont à un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Arteris, l'an dernier, ils ont été très pragmatiques, comme le sont les agriculteurs, c'est-à-dire qu'ils ont pris 1000 hectares de surface, ils ont fait des découpages de parcelles. Un côté, je fais mon itinéraire classique, un autre côté, je fais l'itinéraire technique conseillé par Abellio en termes de fertilisation. Bilan entre les 2 parties. Alors, les protocoles sont toujours discutables parce que forcément, une parcelle, elle n'est jamais pareille à droite et à gauche. Mais ça, en tout cas, ça permet de poser des premiers jalons, on va dire, de maîtrise des protocoles et de maîtrise, en tout cas, des résultats. Bilan, fin de saison, 5,5 quintaux de rendement en blé dur de plus, parce que c'était que des parcelles de blé dur. 5,5 quintaux de blé dur à 250 € la tonne, on est arrivé à 125 € de gain de rendement. Alors, c'est des rendements qui font rêver en termes de gains. Ça sera pas, c'est pas toujours comme ça. Et comme on l'entend souvent, c'est des rendements qui sont propres à un itinéraire technique, à une situation donnée, dans une parcelle donnée, sur une culture donnée, avec une météo donnée et toutes les données qui sont propres à ça. Mais n'empêche que quand on veut motiver ensuite un réseau d'agriculteurs pour les faire souscrire à un tel service, c'est fondamental. Donc là, c'est très pragmatique. Deuxième chose très intéressante, où là on va parler plutôt écologie, même si c'est très relié à la finance aussi, c'est sur la détection de mauvaises herbes. Nous, alors, on s'est attaqué à ce problème-là. Aujourd'hui, le premier problème qu'on a remarqué dans les mauvaises herbes, et en particulier sur la culture de la betterave, sur tout le pourtour parisien, c'est les chardons. Les chardons, c'est une mauvaise herbe qui pousse en rond. Si vous connaissez un petit peu les chardons, ça pousse, ça fait des grands ronds qui sont très localisés. Mais aujourd'hui, comment c'était géré dans l'agriculture betteravière, aussi sur la pomme de terre ou sur le lin, même dans toutes les autres cultures d'ailleurs, on fait un traitement en plein avec un produit issu d'une firme phyto qui coûte relativement cher. On parle de entre 40 et 50 € en betterave, on parle entre 70 et 80 € en pomme de terre pour aller supprimer cette mauvaise herbe. Donc nous on s'est dit, mais comment ça se fait que les agriculteurs y traitent en plein alors que c'est des problématiques très locales? Et en fait, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de solution permettant de faire ça. Alors nous, ils nous expliquaient, les agriculteurs, pour ceux qui veulent vraiment s'embêter, c'est je regarde derrière, j'ouvre ou je ferme mon pulvé. Ça ne peut pas être une solution pérenne. C'est confortable pour personne. Des fois, les mecs, ils en oublient. Bilan, derrière, on a une infestation encore plus grande les années d'après. Enfin, c'est pas durable comme solution. Donc on a dit, OK, comment on va faire? On va appréhender ça. On a pris des drones, on a fait voler nos drones avec un capteur, basse altitude, haute précision. On détecte, on géolocalise les chardons et on en crée des cartes de modulation. On en revient un petit peu sur le machinisme agricole, mais on en crée des cartes de modulation qu'on implémente dans les ordinateurs de bord des tracteurs et qui ensuite permettent de piloter les pulvérisateurs. Donc, pragmatique aussi. Il y a 2 ans, on a fait des essais sur 200 hectares, récolte de données, résultats intéressants, plus de 80% en moyenne de réduction. On s'est dit, bon, ça a l'air prometteur, on va déployer ça. Un algorithme qui tenait bien la route. On a déployé ça l'an dernier sur 5000 hectares. Donc, on commence à avoir quand même des retours intéressants. Donc, j'ai fait le dépôt d'une fiche CEPP là, auprès de l'INRAE, qui nous a agréé d'ailleurs récemment. Là, j'ai appris ça il y a quelques jours. On est arrivé à un résultat qui est quand même effarant. 84,8% de réduction des herbicides de chardon sur 5000 hectares. Et on parle d'une moyenne, on ne parle pas d'un rendement, d'une économie olympique. On parle d'une moyenne. 84% de rendement, même si on arrondit à 80 pour la simplicité des calculs financiers. Et en prenant donc pessimistement 40 € par hectare de traitement d'herbicide chardon, on arrive à une économie de 32 €. 32 € pour un service qui va coûter de l'ordre de 15 €. L'agriculteur, forcément, il souscrit. Forcément, il fait des réductions derrière d'herbicides. Forcément, il a un impact écologique qui est négligé.
Et donc, c'est effectivement deux facteurs sur lesquels on joue. Le rendement, l'économie produit. Pour l'irrigation, j'en ai parlé rapidement, le confort de l'agriculteur. Et je pense que c'est tout ça qui permet aussi aux agriculteurs de se projeter, de voir comment font les voisins, de voir ce qui se passe ailleurs et de faire évoluer ces pratiques. Donc effectivement, d'importantes économies. Donc la data, oui, effectivement, c'est un terreau qui est en cours d'être exploité et qu'il est encore peut-être insuffisamment. Il y a encore de gros progrès à faire pour la filière. Peut-être, Gontran, si tu pouvais essayer de faire un peu une vision prospective de la data dans quelques années dans le secteur de l'agro en termes d'usage et de possibilités futures, si tu prêtais à cet exercice-là. L'un des usages de la data, c'est de prédire. Donc, je vais essayer de prédire à mon tour. Non, mais déjà, je suis. J'espère que tout le monde a été, captivé par les cas d'usage qui ont été évoqués là par tous les trois et qui rentrent. Je le rappelle, qui rentrent bien dans ce que je décrivais, à savoir faire plus ou dépenser moins, maîtriser des risques ou revoir des process, casser un peu des process en prenant un peu le recul et avec la data qui arrive comme une évidence. Je pense à la vente du tracteur. Finalement, c'est vrai que c'est frappé au coin du bon sens, mais tant qu'on n'a pas la preuve sous les yeux de se dire c'est comme ça qu'il faut faire, on ne le fait pas. Donc ça, je trouve que c'est vraiment des cas d'usage très, très illustratifs. Et peut-être l'autre point que je voudrais souligner, on a commencé là, ce tour de table sur le thème l'agriculteur qui se vit comme un chef d'entreprise. Et je pense qu'il est finalement très très bien armé. Alors c'est pas forcément intuitif vu de l'extérieur de penser ça, mais ce qu'il faut voir, c'est que, alors je l'ai rappelé, le machinisme. Donc là, on est dans la prolongation de la mécanisation quelque part du métier de l'agriculteur. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même si les exploitations agricoles se sont spécialisées, l'agriculteur est resté hyper polyvalent. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme quelqu'un à la chaîne qui fait strictement le même mouvement et finalement un peu robotisable, etc. Donc la data va venir l'outiller, décupler sa force d'anticipation, de maîtrise des risques à plein d'endroits. Et c'est là où il y a un enjeu. Enfin, moi, je pense qu'il est particulièrement armé parce que, comme il fait plein de trucs, il est assez adaptable. Et puis, c'est vrai que je pense que c'est un métier qui a eu à beaucoup s'adapter depuis de nombreuses décennies maintenant. Donc, c'est un peu dans l'ADN de l'agriculteur que de s'adapter. Donc, il est super bien placé pour ça. Alors, la question posée, c'est ce sera quoi son métier demain ? Moi, je pense qu'il faut le voir à l'aune des grands défis. C'est vrai qu'on a finalement peut-être peu, à part sur le dernier cas d'usage, parlé des grands défis, et peut-être du grand défi dont on parle beaucoup actuellement, qui est le grand défi climatique ou environnemental. Moi, je pense que demain, l'agriculteur va reprendre son rôle. Je ne dis pas qu'il l'avait délaissé, mais je pense que dans l'image populaire, en tout cas, c'est le sentiment que ça donnait, son rôle de défenseur de l'environnement. Et pourquoi il va le reprendre ? Parce qu'on va passer d'une situation assez uniforme où je reprends à nouveau le dernier cas d'usage, je désherbe partout, à je fais du chirurgical. Et la promesse de la data au service de l'agriculteur et du monde agricole, c'est finalement d'être capable de faire du chirurgical à grande échelle. Parce que le meilleur du chirurgical, vous êtes d'accord avec moi, c'est de le faire à pied et puis de dire je désherbe ce chardon ou je mets un tout petit peu de désherbant sur ce chardon et je passe au suivant, mais ça, c'est pas faisable. Là, la promesse, c'est de faire du chirurgical à grande échelle. Et ce que j'entrevois pour le monde agricole, à travers, mais le chemin va être long, à travers cette captation de données, à travers la mise en commun de données qui viennent vraiment de sources différentes. Donc on va croiser toutes les données qu'on a évoquées au début, des données qui sont financières, des données qui sont météorologiques, des données qui sont satellitaires ou aériennes, des drones, des données de rendement, des données structurées, donc des tableaux et des chiffres qu'on va mélanger avec des images. C'est la capacité à croiser tout ça. Et en tout cas à l'outiller, parce qu'on ne va pas demander à tous les agriculteurs de le faire eux-mêmes, mais on va leur demander, et je pense que c'est là où ils vont devoir se vivre en chef d'entreprise, d'être capables d'exploiter cette information avec l'outillage qu'on leur met à disposition pour être en mesure de déployer ce geste agricole chirurgicalement
à grande échelle, parce que c'est assez inéluctable, il y a quand même une concentration des exploitations, elles vont grossir, je pense. Et ne serait-ce que pour ça, il va falloir les outiller encore plus et encore mieux. Donc moi, ce que j'entrevois, c'est ça, c'est la précision à grande échelle, finalement, grâce à la donnée. Et c'est, quand on regarde bien, le rôle que joue la donnée dans d'autres secteurs. Et puis un autre aspect qui me semble important, qu'on a légèrement abordé au début, c'est la mise en commun. Aujourd'hui, ce que je viens d'évoquer, finalement, on peut le penser à l'échelle d'une exploitation agricole. On peut aussi imaginer qu'il y a beaucoup à partager et à mettre en commun, un peu comme jadis les bonnes pratiques où les bonnes pratiques se partageaient. Là, bah, c'est les bonnes, je ne sais pas si c'est les bonnes datas, c'est toutes les datas qu'il faudrait partager, parce que finalement, il y a une valeur qu'on peut retirer de la donnée qui est très personnelle à l'échelle de l'exploitation, mais il y a encore plus de valeur à la partager. Et quand on partage, ben on partage avec vous aussi. Et donc à tirer des expériences communes, des données mises en commun. Et ça, je pense que ça va être également la construction de ces grands communs, de ces grands, alors je ne veux pas employer le mot de lac de données ou peu importe, mais la mise en commun de toutes ces données est à mon sens un autre axe et un autre moyen de retrouver finalement une manière de faire de l'agriculture qui est juste modernisée, mais qui revient un petit peu aux sources dans ce côté partage de bonnes pratiques. Merci beaucoup pour cette synthèse. Je vous propose que ce soit le mot de la fin. Merci à tous les 4 pour votre participation et à la Ferme Digitale pour l'organisation. À très bientôt.